Personne n'avait prévenu ses fans européens que le plus grand choc de l'été du mondial ne viendrait pas du stade. Il viendrait du tampon d'un agent à la frontière, d'un titre viral sur des raids de l'immigration et d'un scandale de corruption planant encore sur l'instance même qui dirige le tournoi. Avant qu'un seul ballon ne soit frappé, des milliers de fans ont atterri aux États-Unis, préparés au chaos, à la division et à l'hostilité, parce que c'est l'histoire que les médias européens leur racontaient depuis des années. Ce qu'ils ont découvert, c'est un pays plus étrange, plus chaleureux et politiquement plus tendu que la carte postale attendue. Commençons par ce que personne ne conteste. La taille de ce pays vous retourne le cerveau. Le premier choc pour un fan européen ne vient pas du tout de l'ambiance football. Il vient d'une étendue sans fin qui avale toute idée de distance. Imaginez traverser en voiture 7 pays européens à la suite. La France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse. Additionnez les heures et vous n'auriez toujours pas traversé l'État du Texas, un seul État. Les Européens grandissent en mesurant un pays en quelques heures de train, dans un monde où 2 heures de route peuvent offrir une nouvelle langue, une nouvelle soupe et une nouvelle monnaie avec laquelle se débrouiller. En Amérique, vous montez dans une voiture, vous appuyez sur l'accélérateur et vous roulez 12 à 14 heures d'affilée dans le seul Texas. Quand votre dos lâche et que vous regardez la carte, vous êtes encore au Texas. Ce seul trajet suffit à couvrir tout le Royaume-Uni du nord au sud, ou traverser 7 nations d'Europe centrale sans franchir une vraie frontière. Un vol intérieur de San Diego à New York prend environ 7 heures dans les airs, presque le temps nécessaire pour voler de New York à Londres en traversant l'Atlantique. Sur le papier, vous ne faites qu'aller dans une autre ville pour un match. Dans la tête, vous avez traversé la moitié de la planète. Les parcs nationaux américains couvrent à eux seuls 133 000 miles carrés, plus de 340 000 kilomètres carrés protégés, une superficie plus vaste que tout le Royaume-Uni. Les couples à distance le ressentent aussi. Un Européen qui voit 3 mois loin de son partenaire comme une épreuve reste perplexe en parlant à un Américain pour qui 8 heures de route font une visite mensuelle, car 3 heures en Europe peuvent vous déposer dans un autre pays, tandis que 3 heures depuis San Diego vous enfoncent davantage en Californie. Puis il y a les routes elles-mêmes, ces autoroutes empilées, avec des dizaines de voies en couches de béton, si loin des ruelles étroites du vieux Paris ou de Londres. Le parking d'un Costco paraît assez vaste pour un petit stade, rempli de pick-up surdimensionnés. C'est un pays étiré sur 4 fuseaux horaires, donc un ami sur la côte ouest peut être invité à regarder un match à 20 heures et répondre avant le coucher du soleil chez lui. Ce n'est pas seulement de la géographie. C'est une pression psychologique, un rappel brutal de la petitesse des transports publics européens face à ce continent. Ici, on ne peut simplement marcher jusqu'au stade, et on ne peut non plus compter sur un bus qui arrive à l'heure. Rien de tout cela, pourtant, ne prépare un visiteur à Walmart. Les fans européens sont venus pour le mondial et ont vécu leur moment culturel le plus déroutant dans un hypermarché. Certains de ces magasins sont si grands qu'ils pourraient avoir leur propre code postal. Des pneus de voiture sont exposés à quelques mètres des bananes et des produits frais. Une disposition impensable dans une supérette européenne. Les paquets de chips ont presque la taille d'un petit enfant. La crème et la lessive se vendent dans des bidons proches du gallon, un format qui, chez nous, servirait plutôt aux nettoyants pour le sol. Arrivez en octobre pour acheter des snacks de mondial, et vous pouvez tomber sur un rayon de Noël qui s'étire sur des dizaines de vitrines, car le commerce américain n'attend pas l'avenir. Il le vend avec 2 mois d'avance. Les clients circulent en chariot électrique, un McDonald's ou un Subway se cachent dans le bâtiment pour se ravitailler. Et la mélatonine, un complément presque impossible à acheter librement au Royaume-Uni, s'aligne en rayon pour quelques dollars. Un simple fer peut coûter 13 dollars. On se demande alors si c'est la forme pure de la liberté de consommer ou un piège lumineux conçu pour vous faire repartir avec 4 pneus neufs alors que vous étiez seulement venu chercher du lait. De là, les chocs se déplacent vers le terrain de football, ou plutôt vers les terrains où jouent les adolescents.
En Angleterre ou en Allemagne, le sport scolaire évoque souvent quelques jeunes qui tapent dans un ballon à moitié dégonflé près d'un parking, avec peut-être 2 chiens errants et un agent de sécurité ennuyé pour public. En Amérique, le sport au lycée et à l'université semble né des Jeux olympiques et du Super Bowl. Des fanfares de plusieurs centaines de musiciens, des feux d'artifice, des mascottes payées avec un vrai salaire, des stades au Texas ou en Alabama construits comme pour des dizaines de milliers de spectateurs, des billets vendus des mois avant pour un match joué par des gamins de 17 ou 18 ans. Demandez à un fan américain combien de temps il soutiendra son équipe universitaire, et la réponse tombe immédiatement, pour toujours. Et cela pose aussi une question gênante. Transformer le sport scolaire en spectacle à des millions de dollars nourrit-il le talent ou vole-t-il une partie de l'enfance de ces jeunes? La manière dont les gens regardent les matchs a surpris les Européens autant que les stades. En Europe, 85 minutes sur la pelouse ressemblent à une affaire de vie ou de mort. Les fans sont tendus, les yeux rivés au ballon, les nerfs déjà à vif à la mi-temps. En Amérique, surtout lors des matchs de football universitaire ou de baseball, les gens viennent manger, discuter et ne regardent le terrain que lorsque la foule explose. D'immenses plateaux de nourriture, de la bière, des conversations dos au jeu, le sport traité comme prétexte pour se retrouver plutôt que comme une guerre sacrée, tandis que la police, dans certaines régions d'Italie ou d'Espagne, se prépare aux matchs de football en tenue anti-émeute, les policiers américains, dans ce type d'événement, sourinent, prennent des photos avec les fans et laissent la foule vivre son moment, du moins chez les jeunes et à l'université. Ce contraste entre des tribunes détendues et une ambiance politique plus dure hors du stade est devenu l'une des vraies histoires de ce mondial. Car pendant que des visiteurs européens croisaient en des inconnus leur payant le dîner, beaucoup d'autres arrivaient nerveux, et pour de vraies raisons. Avant le tournoi, une coalition de plus de 120 organisations de défense des immigrés et de la société civile a publié une alerte commune destinée aux quelques 10 millions de visiteurs attendus dans les 11 villes hautes américaines. Elle avertissait que l'application des lois migratoires sous le gouvernement actuel créait un risque sérieux pour certains voyageurs, notamment les communautés immigrées, les minorités raciales et ethniques, ainsi que les voyageurs LGBTQ. Certains groupes de fans anglais auraient choisi de rester plus discrets pendant les matchs disputés dans le pays pour les mêmes craintes, non pas parce que ces avertissements promettaient un danger certain, mais parce qu'ils méritaient d'être pris au sérieux au lieu d'être balayés. Les responsables de la sécurité intérieure ont vivement rejeté l'idée que les agents puissent utiliser le tournoi comme couverture pour des arrestations massives. La secrétaire chargée du département a dit à la télévision que les agents migratoires n'allaient pas se présenter en masse sur les sites du mondial en présentant leur présence comme de la sécurité de stade, non comme des contrôles migratoires. Pourtant, la confiance restait fragile au coup d'envoi, surtout après qu'un arbitre somalien de football s'est vu, selon les informations, refuser l'entrée sur le territoire avant le tournoi. L'incident s'est propagé parmi les fans et a renforcé l'inquiétude, même si les autorités disaient qu'aucune opération générale n'était prévue pendant les matchs. Des chercheurs indépendants, après examen des données gouvernementales de l'année précédant le tournoi, ont constaté que les arrestations liées à l'immigration dans les métropoles hautes se comptaient par centaines de milliers. Exact ou exagéré dans le détail, il devint un élément du décor que chaque visiteur avait déjà entendu avant même d'atterrir. Dans le même temps, l'administration a accordé une exception notable aux voyageurs du mondial. Les citoyens de 5 nations qualifiées, dont l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie, devaient d'abord déposer une caution remboursable pouvant atteindre 15 000 $ pour entrer dans le pays, une mesure destinée à décourager les dépassements de visa. Quelques semaines avant le match d'ouverture, le département d'État a levé cette obligation pour les fans de ces pays, présentant des billets valides et inscrits dans le système accéléré de visa de la FIFA, avec les exemptions déjà accordées aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel des équipes. Les responsables y voyaient en toi la preuve que le pays voulait accueillir le mondial, le plus grand et le plus beau de l'histoire.
les critiques rappelant que cette dérogation ne concernait qu'un petit groupe, quelques centaines de voyageurs au total, et que le climat migratoire général pour visiteurs ordinaires et résidents restait inchangé. Cette tension, accueil chaleureux d'un côté, anxiété devant une loi dure de l'autre, traversait presque tous les récits des fans. La même fracture apparaissait dans les petits gestes de gentillesse décrits par les Européens une fois sortis dans les rues américaines. Prenez l'histoire connue de Quincy Market, à Boston, où un groupe de fans écossais en kilt s'est attablé. Au paiement, un serveur leur a annoncé que l'addition avait déjà été réglée par un inconnu de la table voisine, avec un bref message leur souhaitant un bon séjour dans le pays. Pas de caméra, pas de mise en scène, juste un geste spontané qui a laissé le groupe stupéfait. Les Américains parlent monde partout, dans les bus, dans les files de supérettes, sur les trottoirs, pour complimenter des chaussures ou demander quelle équipe soutient un inconnu. Une ouverture qui, chez nous, paraîtrait presque suspecte. Demandez votre chemin, et quelqu'un peut marcher plusieurs rues avec vous pour s'assurer que vous arrivez au bon endroit. Cette hospitalité qui pousse un Européen sceptique à chercher le piège, et, le plus souvent, il n'y en a pas. Les restaurants ont aussi choqué, surtout autour du concept de boissons resservies gratuitement. Un soda à Londres ou à Paris peut coûter près de 5 $ et demander un deuxième verre signifie payer encore. En Amérique, cette même boisson coûte 3 à 5 $ d'abord, puis elle revient sans cesse, remplie par des serveurs qui apparaissent régulièrement toutes les quelques minutes, sans ajouter de ligne à l'addition. Les fans ont compris qu'ils pouvaient économiser entre 12 et 16 $ par repas en ne payant pas d'eau ou de soda supplémentaires. Un détail qui a transformé un instant leur joie en légère indignation face à tout ce qu'ils avaient manqué toute leur vie chez eux. Puis il y a le barbecue texan, traité par les habitants moins comme un repas que comme une religion, avec les pitmasters en guise de prêtres. Des côtes de bœuf servies en morceaux de près d'1,5 livre, fumées lentement pendant environ 16 heures jusqu'à ce que la viande se défasse sans une goutte de sauce. Un visiteur allemand qui avait grandi en se considérant comme un connaisseur de saucisses aurait déclaré que c'était la meilleure saucisse qu'il ait mangée de sa vie. Des plateaux de côtes, de brisquettes, de poitrines de porc et de purée de pommes de terre frôlent les 100 $, et plus d'un fan a admis avoir sérieusement envisagé d'annuler son vol retour juste pour continuer à manger. La culture américaine du pratique a continué de surprendre, surtout avec son immense économie du drive. Au-delà du guichet classique de fast-food, les visiteurs ont découvert des pharmacies en drive, des retraits de barbecue en voiture et des banques où l'on s'approche d'une machine, dépose ou retire de l'argent sans jamais quitter la climatisation de son véhicule. Comparez cela à une visite ordinaire dans une banque en Angleterre ou en France, avec un stationnement à 500 mètres et 20 à 25 minutes de queue, et on comprend pourquoi un touriste britannique a plaisanté en disant que les Américains étaient devenus trop paresseux pour entrer correctement à l'intérieur pour commettre une fraude financière. Les drapeaux américains étaient partout, sur les Porsche, les toits d'usines, les camions d'autoroute, même imprimés sur des boîtes de mouchoirs au supermarché. Un patriotisme affiché qui semblerait inhabituellement intense dans une grande partie de l'Europe occidentale. Lors de moments nationaux, comme le jour du drapeau, des communautés entières s'arrêtent ensemble, la main sur le cœur, dans une scène que plusieurs visiteurs ont trouvée émouvante plutôt que théâtrale. Le Texas hisse son drapeau d'État au même format immense que le drapeau national. Une déclaration silencieuse mais sans ambiguïté d'une identité indépendante à l'intérieur du pays. Les portions ont clos la liste des surprises. Un petit café dans un café américain ressemble souvent à un grand café européen. Une portion de côte d'environ 1,15 livre serait partagée entre 4 personnes chez nous. Les assiettes de petit déjeuner mêlant pancakes sucrés noyés de sirop, saucisses salées et bacon sur le même plat ont paru presque hérétiques aux visiteurs britanniques, mais pourtant très agréables. Des rayons de snacks avec des dizaines de goûts de chips, des formats familiaux clairement pensés pour nourrir une foule. Tout cela a laissé les visiteurs partagés entre la culpabilité devant l'excès et une vraie admiration de l'abondance. Sous cette hospitalité et cet excès, pourtant, se trouvait une histoire de football à fort poids politique,
car le mondial arrivait avec des années de scandale au plus haut niveau de la FIFA. Quelques jours seulement avant le match d'ouverture, la légende du football Michel Platini a déposé à Paris une plainte pénale contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et deux anciens responsables de l'instance. Il les accuse d'avoir orchestré une manœuvre coordonnée pour l'empêcher de se présenter un jour à la présidence de la FIFA quand l'ère Sepp Blatter touchait à sa fin. Platini et Blatter avaient déjà été blanchis des accusations financières de fonds par la justice suisse en 2022, puis en appel définitif en 2025. Mais le combat autour de la manière dont Platini a été écarté de cette course présidentielle n'était pas terminé. La FIFA n'a pas publié de réponse détaillée à la plainte. Il s'agit donc, pour l'heure, d'une accusation examinée par les tribunaux français et non d'un fait établi. Elle a toutefois ajouté un nuage politique embarrassant au moment même où Infantino montait sur scène pour promouvoir ce qu'il appelait le plus grand mondial de l'histoire. Le scandale de corruption plus large, qui avait d'abord secoué la FIFA en 2015, a lui aussi refait surface cette année d'une manière inattendue. Un juge fédéral a abandonné des poursuites pénales anciennes contre un dirigeant de médias lié à l'affaire de corruption Full Play, après que le département de la justice a indiqué que la procédure ne répondait plus aux priorités du gouvernement actuel. La décision est tombée près de l'anniversaire de la première vague d'inculpations contre plus d'une douzaine de responsables du football. Séparément, deux fugitifs de longue date liés à la même vaste enquête, le père et le fils Gene Kiss, seraient réapparus cette année pour chercher un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, plus de 10 ans après la révélation du système. Rien de tout cela ne touche directement le tournoi sur le terrain, mais c'est un rappel que l'instance qui gère le mondial tente depuis 10 ans de se débarrasser de sa réputation de corruption institutionnelle, alors que des reportages continuent de décrire la relation entre la FIFA et l'actuel gouvernement américain comme inhabituellement étroite et, selon les mots d'un média européen, plus que légèrement trouble. Sur le plan sportif lui-même, les histoires d'outsiders avaient aussi un vrai poids. Le parcours du Canada dans ce tournoi est devenu l'un des récits positifs de l'été avant de se terminer par une défaite contre le Maroc, un résultat qui marque malgré tout un sommet historique pour un programme resté pendant des décennies à regarder les grands tournois internationaux de l'extérieur. Ce résultat s'inscrit dans un sentiment plus large. Ce mondial, réparti entre 11 villes américaines et des étapes au Mexique et au Canada, redessinait ceux qui méritent d'être pris au sérieux sur la scène mondiale, à la fois dans le football et dans la géopolitique qui l'entoure. Le 4 juillet, alors que le pays célébrait son 250e anniversaire en plein tournoi, les deux récits, l'échange culturel et le décor politique, avaient complètement fusionné. Les analystes qui couvraient ce croisement ont noté que le mondial apprenait quelque chose au pays sur lui-même, tout en rappelant aux fans visiteurs que les États-Unis sont plus complexes et souvent plus accueillants que ne le disent ici ces gros titres. Les fans européens continuaient de décrire un pays plus sûr, plus propre et plus chaleureux qu'annoncé, des rues de Boston aux échanges au Kansas, tout en reconnaissant que ce même pays traversait un climat migratoire tendu, au sujet duquel des groupes de droits de l'homme avaient averti les visiteurs pendant des mois. Alors, quelle version est vraie? Peut-être les deux. Un inconnu a bien payé le dîner d'un groupe d'Écossais en kilt à Boston. Un arbitre somalien a bien, selon les informations, été refoulé à la frontière quelques jours avant le coup d'envoi. Les responsables fédéraux ont bien promis qu'il n'y aurait pas de raid massif dans les stades, tandis que des organisations extérieures ont bien demandé à 10 millions de visiteurs de voyager avec prudence. La FIFA fait l'objet d'une plainte par l'une des anciennes Tita Stars les plus respectées du sport sur la manière dont le pouvoir a été transmis il y a 10 ans. Une accusation encore non prouvée en justice. Rien n'annule le reste. Cela signifie seulement que ce mondial, plus que tout autre, a forcé les fans à garder en tête deux Amériques à la fois, celle qui vous resserre gratis avec le sourire et celle qui vous fait vérifier vos papiers avant de prendre l'avion. Il existe aussi dans tout cela un angle économique discret, rare dans les résumés mais déterminant dans tout ce que les fans vivent sur place. Les villes hôtes ont investi d'énormes sommes publiques et privées dans la rénovation des stades,
les navettes de transport et les fan zones, en pariant qu'un tournoi mondial se rembourserait plusieurs fois grâce au tourisme et à la réputation durable. Des responsables locaux dans plusieurs villes hautes ont présenté le tournoi comme une vitrine qui ne se présente qu'une fois par génération, espérant que les visiteurs rentrent chez eux en décrivant ce pays amical, excessif et un peu chaotique que ces 10 histoires capturent, plutôt que la version diffusée chaque soir dans les journaux télévisés européens. Il faudra des mois pour savoir si ce pari paiera en chiffres, mais les récits de fans sortant de barbecue et de banques en drive suggèrent que l'opération séduction a fonctionné chez beaucoup de visiteurs, même si la politique autour du tournoi est restée plus brouillonne que le marketing ne l'a jamais admis.